Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours consacré au logiciel Blender. Alors c'est un petit peu un cours qui fait suite aux vidéos précédentes où on avait vu la modélisation d'une batte et la modélisation d'un verre, parce qu'aujourd'hui on va faire ceci, l'animation de la destruction d'un verre en temps réel. Donc on peut vraiment voir l'animation comme on le souhaite, faire une pose fixe et réaliser un rendu donc d'abord d'une image fixe, comme je viens de le dire, avec le Sidecar Render. Alors là on va paramétrer quelques trucs sur la caméra qu'on n'a pas encore vu, notamment le flou de mouvement, donc sur certains éléments qui ont une certaine inertie, le depth of field, c'est-à-dire le focus sur un certain objet ou une certaine position dans notre scène pour obtenir ce flou dans tout ce qui est lointain ou trop proche de la caméra. Donc ça c'est une image fixe avec le Cycle Render, et on fera également le rendu d'une animation. Donc là vous voyez que de suite la qualité est un petit peu moins bonne, notamment en ce qui concerne les reflets, etc. Mais après c'est du temps quasi réel, on va dire, c'est avec le Blender Eevee. Donc il faut faire des compromis. On pourrait faire une animation avec le Cycle, mais ça prendrait beaucoup de temps. Donc ce que je vais faire pour obtenir ça, je vais d'abord tout supprimer. Donc fichier, nouveau, general. Don't save. Voilà, très bien. Donc là, j'ai supprimé, je suis parti d'une scène complètement vide. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement exporter et importer mes objets, à savoir ma batte de baseball et mon verre, dans ma scène. Alors, je pourrais faire un copier-coller, tout simplement, ça fonctionne. Donc là, si je fais CTRL-C sur le verre et que je fais CTRL-V ici, ça m'a tout copié, sauf les matériaux, mais bon, ça c'est normal. On verra par la suite pourquoi. Mais je vais vous montrer comment on fait pour exporter et pour importer des objets. C'est bien plus intéressant que de faire des copier-coller. Pourquoi c'est plus intéressant? Parce que là, le copier-coller, ça marche que dans Blender. Alors que l'exportation, ça va vous permettre de réimporter vos objets, quel que soit le logiciel. Alors je vais d'abord exporter mon verre. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple. On ne va pas avoir beaucoup de paramétrage à faire. Je vais le sélectionner. Je vais faire File, Export. Et là, je vais sélectionner le format .obj. Donc, vous en avez plein. En fonction des logiciels utilisés, il y en a qui sont plus ou moins compatibles. Souvent, moi, j'utilise le FBX pour les objets animés, lorsqu'il y a des animations, et Wavefront pour des objets fixes. Donc, je fais ici, je sélectionne tout. Donc là, j'avais déjà fait des tests, donc je vais tout supprimer. Puis, je vais l'appeler ver.obj. Par défaut, normalement, ça met ça. Et là, hop là, Restore Default, vous avez ça. Alors là, il y a des paramétrages à effectuer. Tout d'abord, je vais sélectionner Selection Only. Ça fait quoi? Ça va indiquer à Blender de m'exporter uniquement l'objet sélectionné. Le ou les objets sélectionnés, pardon. Si vous décochez ça, ça va vous exporter l'intégralité de la scène. Donc si vous avez des objets cachés, etc., ça va les exporter. Donc on ne veut pas se retrouver avec un verre et un cube à 3 km parce qu'on a oublié de le supprimer. Donc voilà, je laisse ça, Echelon, etc. Très important, dans Géométrie, je vais décocher Apply Modifiers. Parce que là, si vous vous souvenez bien, on avait rajouté un Net Split pour qu'en haut, on ait une surface brute et non lisse. Mais je ne le veux pas, vous allez comprendre pourquoi. Là, je fais Export. Donc ça, c'était l'objet facile, on n'a rien eu à faire. Maintenant, on a la batte de baseball. La batte de baseball, la difficulté, c'est qu'on a fait plein de rotations, etc. Donc tout ça, je vais les mettre à 0. À commencer par la location. Location, je mets tout à 0, pourquoi? Parce que Blender va m'exporter en fonction du centre de ma scène. Donc je ne veux pas me retrouver avec une batte de baseball qui est beaucoup trop loin, donc je mets tout à 0. Comme ça, c'est fait. Rotation à 0, partout. L'échelle, normalement, tout est à 1, mais pour être sûr que tout soit appliqué correctement, je vais faire CTRL-A. Et je vais appliquer All Transform. Alors pourquoi j'ai remis les rotations à 0? Parce qu'on ne veut pas s'embêter ensuite quand on va le réimporter, de refaire la rotation inverse, etc. Donc là je vais faire File, Export, Obj, comme tout à l'heure. Et là, c'est pas ici, c'est dans Destruction, voilà. Je vais faire pareil, Selection Only, Géométrie, Apply Modifier, je le décoche et j'exporte. Et voilà, donc là normalement, j'ai mes deux objets qui sont exportés. Pour importer, c'est très simple. Intuitivement, vous pourrez vous dire, dans Blender, pour ajouter un objet, un élément tel qu'il soit, c'est Shift A. Donc là, on pourrait avoir le moyen d'importer un objet. C'est pas si simple. On peut pas le faire d'ici, on va aller là, dans File, on va faire Import, on fait l'opération inverse en fait, et là, je resélectionne mon Wavefront, .obj. Je clique dessus, je vais sélectionner ma batte par exemple, ou mon verre,
N'ayez pas peur, vous avez 2 fichiers qui sont créés parce que par défaut, quand on exporte un .obj, on a forcément un fichier mtel qui lui est rattaché, qui contient des données supplémentaires comme les matériaux. Il me semble qu'également les coordonnées de texture c'est stocké ici. Donc c'est normal, je fais import. Ça calcule un petit peu, bam, j'ai mon verre. Nickel. Je fais pareil, hop là, je fais pas un shift, je fais pareil avec ma batte, import, .obj, donc je vais un peu vite, mais là c'est la même chose. Et voilà, j'ai mes 2 objets. Donc ma batte, je vais la décaler. Pour le moment, on n'en a pas l'utilité. Je fais H pour la masquer. Et on fera Alt H pour démasquer les éléments. Mais là, je la sélectionne et je fais H. Voilà. Donc elle est plus affichée. Hop là. Je fais un CTRL Z sans le vouloir. Voilà. Donc j'ai mon verre. Alors, on a exporté sans le split. Du coup, si on va en haut, on voit que là, on a quelque chose qui est pas beau dans la diffusion parce qu'on est en smooth. Et du coup, Blender, il comprend pas. Là, il se dit, mais c'est quelque chose de planaire, donc je sais pas trop comment l'afficher. Donc ça nous fait un truc qui est pas très beau. Je vais explicitement rajouter le edge split, même si c'est une erreur. Donc je vais faire exprès de... Alors CTRL Z parce que j'ai l'application sur ma batte de baseball qui était encore sélectionnée. Hop là, edge split. Voilà, donc là on voit que c'est en haut, c'est nickel. Alors je vais faire exprès de faire une erreur pour vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut faire la destruction d'un objet. Donc pour faire cette destruction, on va utiliser un plugin. Un plugin c'est quoi? C'est un add-on, c'est un module en fait, une pièce externe que l'on va rattacher au logiciel pour ajouter des fonctionnalités. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe. Alors on va utiliser l'add-on qui s'appelle Self-Fracture, j'avais oublié le nom, pardon. C'est un add-on qui est présent par défaut dans Blender, donc vous n'avez pas besoin de le télécharger et de l'installer, sachant qu'il y a certains plugins qu'il faut télécharger en externe et les rajouter, etc. Donc c'est un peu galère. Nous, l'avantage, c'est que l'add-on, il est par défaut, mais il n'est pas activé. Donc pour l'activer, je vais aller dans les Preferences, Add-on à gauche, et là, je vais taper Self-Fracture. Il est ici, j'ai juste à cocher, il est activé, c'est nickel. Et là, je peux retourner dans ma 3D, View, et de façon invisible, mon add-on est actif. Donc pour faire le self-fracture, ça c'est simple, je vais aller ici dans Object, après avoir sélectionné mon verre bien sûr, je vais aller dans Quick Effect, et je vais faire self-fracture. Ça nous l'a rajouté, par défaut on a Quick Fire, Quick Explode, Quick Smoke, Quick Liquid, et on a self-fracture qui est rajouté, je clique dessus. Là on a plein de paramétrages. Aujourd'hui on va toucher à rien. On va toucher à rien, pourquoi? Parce que ça permet de changer la source des fractures. Est-ce qu'on veut de la récursivité, c'est-à-dire une fois que j'ai subdivisé mon objet, je resubdivise à nouveau la subdivision, ça permet d'obtenir des boucles et ainsi des objets plus petits, ça va juste nous rajouter du temps de calcul, donc nous c'est pas important. Ce qui potentiellement peut être intéressant pour vous à savoir aujourd'hui, c'est ceci, c'est le matériau. Alors, il faut savoir que dans le cas de notre verre, ça va pas très intéressant parce qu'on a le même matériau que ce soit à l'intérieur ou à l'intérieur des fissures, des fractures, mais si on modélise par exemple un pot en porcelaine qui vient à être cassé, on aura tout l'extérieur qui sera en blanc, blanc cassé ou la couleur que vous voulez, et l'intérieur de la porcelaine c'est un petit peu plus foncé. Donc ici, on va pouvoir indiquer le matériau de l'intérieur. C'est tout simplement l'index du matériau. Donc si je mets mon curseur dessus, vous voyez, ça met Material Index for Interior Faces. Ok, donc ça me permet d'avoir un matériau différent entre l'extérieur et l'intérieur qui sera réalisé. Et là, je vais faire OK. Et on va avoir des petits soucis, normalement, j'espère du moins. Voilà, on a plein de soucis. Moi, j'en vois 3. Je sais pas combien vous en voyez, moi je vois 3 soucis principaux. Le premier, c'est ce petit truc bizarre là d'affichage, on dirait qu'on a des faces superposées. Ce problème n'en est pas un en réalité, parce qu'en fait, si je sélectionne, on voit que, hop là, j'ai mon ancien verre qui est toujours présent. C'est pour ça qu'on a des trucs qui se superposent. Le plugin marche de la sorte et c'est très bien parce que si on foire quelque chose, on peut facilement supprimer les subdivisions et ensuite retrouver l'ancien verre. Donc nous, on l'a exporté, donc on a toujours une sauvegarde, mais au cas où, c'est toujours pas mal. Deuxième souci, c'est ça là. On dirait que ça a essayé de subdiviser, ça n'a pas bien marché. Bon, c'est pas dramatique, c'est pas très beau, mais bon, on peut faire avec. Et on a également ça. Donc si je sélectionne l'objet que je passe en tabulation, on pourrait s'amuser à supprimer tous les points. On va pas s'embêter. Ça vient de quoi? Ça vient tout simplement de notre modifier edge split, comme je l'ai dit juste avant. Donc j'ai fait exprès de le rajouter pour vous montrer que ça marche pas, donc je vais faire des CTRL Z. Voilà, juste arriver avant la subdivision, et je vais virer carrément ce modifier, il nous sert à rien. Donc là vous allez dire, ouais mais d'accord, mais du coup en haut, c'est pas beau, là, ça s'affiche pas correctement. Mais vous allez voir un truc qui est magique, c'est que si je vais dans Object, Quick Effect et Self Fracture, on a quelque chose qui est activé par défaut, donc c'est très bien, qui s'appelle le Sharp Edges et le Apply Split Edge. Donc en fait, l'add-on va nous simuler le Edge Split tout seul, donc on n'a même pas besoin de mettre
le edge split avant de faire la procédure du cell fracture. Donc est-ce que c'est un défaut du plugin? Plus ou moins, on va dire que non, parce que du coup lui il peut pas savoir, parce qu'en fait le edge split, ce que ça fait, c'est que ça va subdiviser certaines edges qu'on qualifie de sharp, c'est-à-dire brutes, pour l'affichage, et du coup lui vu qu'il refait un edge split par-dessus, il y a peut-être des problèmes de calcul à ce niveau-là, donc c'est pas dramatique. On a juste enlevé le edge split, là ça fonctionne. Je supprime mon vert, mon ancien vert, et là, magie, on a bien notre subdivision. Donc là c'est nickel. Si vous avez des petits éléments, comme j'ai pu voir ici, là, vous pouvez le supprimer. C'est un petit problème du plugin qui crée des fois des objets vides. C'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. Donc voilà. Là, j'ai mon objet. Très bien, on va pouvoir commencer à faire de la physique. Donc pour faire de la physique, je vais sélectionner tout mon objet. Parce que là, chaque objet maintenant est indépendant. Donc avec Z, Wireframe, je vais tout sélectionner avec B. Voilà. Et je vais pouvoir ajouter ici, dans Physics Properties, quelque chose qui s'appelle Rigid Body. Donc là, on a plein de choses. On peut ajouter une force, un champ de force, donc du vent, des tourbillons, tout ce qu'on veut. On verra dans d'autres vidéos comment ça fonctionne avec des particules, des collisions, des vêtements. Soft Body, intéressant. C'est pour faire de la simulation, mais sur des corps mous. Nous, on a quelque chose de rigide. Donc on fait Rigid Body. Je clique dessus. Plusieurs paramétrages s'offrent à nous. Alors, est-ce que notre corps est actif ou désactivé? C'est plus simple à dire. Donc nous, il est activé. On veut qu'il soit soumis à la gravité. En gros, ça veut dire ça. Est-ce qu'il est soumis à la gravité, oui ou non? Oui, donc actif. Quelle est sa masse? 1 kg, beaucoup trop. Beaucoup trop, pourquoi? Parce que ça, c'est le poids indépendant de chaque pièce. Donc on va mettre 0,5. Donc c'est pas très précis, parce que ça veut dire que chaque pièce, quelle que soit leur taille, aura 0,5 kg, donc 500 grammes de poids. C'est trop, mais on verra en fonction du comportement de l'animation comment on peut changer cela. On le veut dynamique, il n'y a pas de soumission à l'animation, donc on ne met pas animated. Et ensuite, on a collision. Donc c'est ce qu'on appelle souvent collision box en 3D, ou souvent dans les jeux vidéo, on voit hitbox. C'est tout simplement une forme qui va être rajoutée autour de notre objet pour les collisions. Donc là, on voit que ma pièce active, c'est celle-là. Par défaut, c'est du convex hull. Si je passe en box, on voit que ça me crée une boîte autour. Donc cette technique, vous pouvez dire, mais ça sert à quoi de créer une boîte autour? Parce que sinon, quand on a des maillages complexes comme celui-ci avec des arrondis et tout, ça demanderait beaucoup trop de calcul à Blender ou à n'importe quel logiciel d'ailleurs pour calculer du moins en temps réel les collisions. Donc il va être obligé de créer une sorte de maillage simplifié autour de mon objet. C'est ce qu'on appelle le convex hull. Ok, donc le maillage c'est le plus fidèle, c'est-à-dire qu'il va être exactement comme le maillage. Mais ça demande beaucoup de temps de calcul, mais je vais le mettre comme ça parce qu'on va avoir un petit souci. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vous montre les soucis pour que vous puissiez comprendre les erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc là, nickel, j'ai ça. Je peux appuyer sur espace. Donc en bas, on a une timeline. Je peux appuyer sur espace pour lancer l'animation. On a la pièce qui tombe, mais on n'en a qu'une. On se dit, mais ok, peut-être que le logiciel a bugué, je sais pas, pourtant j'avais tout sélectionné. En fait, c'est normal. C'est parce que là, vous avez tout sélectionné, mais vous avez fait des modifications uniquement sur l'élément actif. Donc là, il va falloir indiquer à Blender, ok, j'ai fait mes modifications, maintenant tu m'appliques à toute la sélection les paramétrages de mon rigid body que vous avez là. Donc pour ce faire, je vais dans Object, rigid body, voilà, et je vais faire copy from active. Et quand je fais ça, en fait, toute la sélection va avoir ces paramétrages-là. Et là, si je fais espace, normalement, on devrait avoir un petit souci, vu qu'on est en shape mesh. Blender va considérer que par défaut, tous les objets sont collés et donc superposés, et il va y avoir une sorte d'implosion. Donc si je fais espace, ça va d'ailleurs un petit peu bugger au début, parce qu'il y a beaucoup de calculs, et ça va rajouter une force, voilà. Et donc tout explose. Tout explose à partir du centre, donc c'est pas bon. C'est pas bon, donc je vais repasser par défaut en convex hull, et ne pas oublier de faire Object, Rigid Body, Copy from Active. Et là, si je fais espace, tadam, on a bien mon vert qui tombe en l'infini. Donc c'est pas ce qu'on veut, mais c'est pas grave. Comme ça, on sait que ça marche, on n'a pas d'implosion. Donc pourquoi il tombe à l'infini? Parce que j'ai pas de sol. Donc je rajoute un plan, je augmente considérablement sa taille, voilà, un truc super grand. Et lui pareil, lui il faut lui dire, là si je fais espace, eh ben mon verre il passe à travers, parce qu'il faut dire à Blender, ok, lui c'est un rigid body aussi. Donc je fais rigid body. Est-ce qu'il est soumis à la gravité? Non, sinon il va tomber, donc je mets passif. Et là si je fais espace, on a bien l'animation qui s'effectue. Donc on a une collision, et là je peux zoomer pour dire, ah, vous voyez ça marche. Et là, derrière votre écran, vous dites, mais il nous prend pour qui là? On a bien vu que ça passe à travers. Ouais, ça passe à travers pour différentes raisons.
La principale, c'est que là, le sol, il a une épaisseur de 0. Donc au moment de l'impact, si vous voulez, les calculs physiques de Blender vont faire en sorte qu'il va un petit peu... Enfin, il va pas comprendre ce qui se passe. Il va se dire, ok, j'ai bien une collision avec une surface, mais elle est d'épaisseur 0. Donc par des fois, ça va passer à travers, des fois ça va pas passer à travers. C'est un petit peu ambigu. Donc pour régler ce problème, je passe en mode édition. Je fais E. Voilà. Je rajoute une épaisseur à mon sol. Si je fais espace, on voit que cette fois-ci, rien ne passe à travers. Tadam. C'est beau, hein? C'est beau, donc on a l'animation qui fonctionne. Et voilà. CTRL S. J'enregistre. J'enregistre. Et je vais la mettre ici dans destruction. Et je vais écraser l'ancien. C'est pas grave, de toute façon, on va le refaire. Ok, donc là j'ai mon verre, j'ai mon animation, j'ai tout qui est bon. C'est nickel. Maintenant on va s'occuper de quoi? On va s'occuper de mettre en place la caméra pour commencer le pré-rendu. Donc d'abord, comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, je vais dans le world et je vais rajouter une environnement texture, open, tout ça sera bien évidemment dans la description. Si vous avez suivi les anciens cours, vous avez déjà l'image HDR que je vais importer. Et si je vais là, tac, ok, j'ai bien une image HDR qui est présente, qui va me permettre donc, bon le sol je suis peut-être un petit peu abusé, voilà, qui va me permettre d'avoir un éclairage ambiant qui va impacter notre objet, donc c'est nickel. Il faut que je refasse le matériau de verre qui n'a pas été exporté. Donc je vais aller ici, dans le shader editor, je vais supprimer ça, supprimer, faire Shift A, je vais faire shader, je vais faire glace, bam, ok, et bien tac. Et je vais vérifier, je sais plus combien j'avais mis de roughness 0,015, très bien. Donc ici, je mets 0,015. Voilà. Donc ça, je ne l'ai pas mis en grand parce que j'ai juste refait le matériau. C'est assez simple, j'ai juste mis le glace relié. Ok, c'est nickel. Donc là, on a tout qui est bon. Maintenant, je vais positionner ma caméra. Alors ma caméra, déjà, je ne veux pas un rendu 16 neuvième comme ceci. Je vais changer, je veux un carré. Donc pour faire un ratio, un aspect carré, en fait, je veux le même X et le même Y. Donc la même hauteur, la même largeur. Résolution X, il est à 1920. Résolution Y, il est en 1080. Donc je vais tout mettre en 1080. On changera par la suite pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus précis. Et je vais bouger ma caméra. Donc pour que ce soit plus simple, j'appuie sur N, ou je clique sur la petite flèche en haut, je vais dans View, et je fais Lock Camera to View. De ce fait, quand je bouge ma vue, j'ai ma caméra qui bouge également, donc c'est nickel. Et je vais mettre comme ça, parce qu'on aura la batte de baseball là qui va venir frapper notre verre. Voilà, comme ceci, bam. Donc là c'est bon, on a notre verre. Je peux décocher ça. On a notre verre qui est mis, on a bien notre caméra, on a tout qui est bon. Il ne manque plus qu'à faire ce qu'on attend tous, la destruction de la batte de baseball. Alors je fais Alt H, elle est ici, elle est belle. Je vais la positionner correctement. Donc déjà une petite rotation en X pardon, de hop là, RX moins 90 lui fera pas de mal. Je le mets ici, j'augmente considérablement sa taille histoire qu'on ait toujours plus d'explosion. Voilà. Petit décalage. Et là, alors on a différentes manières de la faire. Je vais vous montrer une manière un petit peu particulière, mais ça va vous permettre d'apprendre un autre aspect de Blender, c'est que je vais rajouter un objet de type empty. Alors pour ce faire, je fais Shift A, comme l'ajout de n'importe quel objet. Je vais dans empty et je fais plane axis. Avec G, je peux le bouger, je peux augmenter sa taille. Et ça, c'est en fait un objet de référence qui est vide par défaut et qui va nous permettre de faire quelque chose d'assez sympa. Je vais mettre mon objet ici. Bon, il n'est pas bien aligné avec ma batte de baseball, c'est pas grave parce que je sélectionne ma batte. Je sélectionne ensuite mon empty. Ah ouais, donc là je vais galérer parce qu'il y a le sol dessous, donc je passe en wireframe. Je sélectionne ma batte. Ensuite, je sélectionne l'empty avec Shift. Et je vais faire Shift S. Et je fais Selection to Active. Donc ça me snap, enfin ça m'amène automatiquement ma batte sur l'empty. Je vais le décaler comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi. Je sélectionne ma batte, je refais la même opération, Shift. Je sélectionne un objet, je fais CTRL P. Et cette fois-ci, je mets Object. Alors là, on remarque que ça nous a mis des petits pointillés qui relient notre empty à notre objet. Ça fait quoi? Si je bouge ma batte, rien ne se passe. On voit juste le lien qui se déplace. Mais on a créé un lien de parenté. On a sélectionné en premier la batte, c'est-à-dire que c'est le fils. Et en dernier, notre parent. C'est-à-dire que quand je vais bouger ça, ça va bouger également ma batte. Là, vous pouvez vous dire, ouais, bon, ça sert pas à grand-chose. Et ça va nous servir pour ça. Parce que là, si je fais une rotation en Z, on a le point de rotation qui est fixé sur notre empty.
Donc ça m'évite de déplacer en mode édition la batte pour changer l'origine de l'objet, etc. Là, c'est beaucoup plus simple. Je peux ainsi hop là, régler comme je veux. Bam. Donc là, ça m'a l'air pas mal. La hauteur, elle est pas bonne. Donc j'ai juste à toucher un petit RZ. Ok. Et donc là, je peux passer, CTRL S pour sauvegarder, je peux passer à l'animation. Donc l'animation, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est assez simple. On va utiliser deux keyframes. Une des keyframes, c'est quoi? C'est tout simplement le verrouillage à un moment donné d'une donnée. Ça fait beaucoup de données. Hein. C'est le verrouillage d'une data à un moment donné. Voilà. Comme ça, on glisse un petit mot anglais au passage, ça évite la redondance. Donc en bas, on a une timeline. Une timeline, c'est quoi? C'est une chronologie, le temps qui passe. Voilà, pour faire simple. Et Blender, tout comme logiciel de montage, etc., fonctionne en ce qu'on appelle des frames. Donc une frame, c'est une image. Donc là, on a par exemple 250 images. Donc 250 images, si on tourne à 30 images par seconde, l'animation, ça va faire 30 secondes. Si on tourne à 60, ça va faire 30 secondes, etc. Ça va dépendre de ça. Donc on va devoir dire à Blender, tu me verrouilles la rotation à ce moment-là avec une keyframe, et à ce moment-là, tu me reverrouilles une nouvelle rotation. Donc là, c'est un petit peu abstrait, j'en ai conscience. Donc je vais aller sur 0. Je vais faire I, en ayant sélectionné mon empty, et je vais bloquer la rotation. Ensuite, je vais aller en 45, par exemple. Je vais faire RZ, bam, je vais aller là. Je vais faire I, et je bloque la rotation. Et là, du coup, Blender va m'interpoler entre les deux keyframes les rotations de mon objet. C'est-à-dire, il a deux données là. Il a la rotation, on voit que ça a rajouté des petits losanges pour dire qu'il y a deux keyframes. La rotation en 0, elle est de temps, et la rotation en 45, elle est de temps. Donc imaginons que c'est X et Y, là elle est de X, là elle est de Y. Donc il va devoir faire toute la rotation pour passer de l'état X à l'état Y. C'est un petit peu plus visuel si je passe peut-être pour vous montrer en Graph Editor. On a une courbe, donc cette courbe là ça représente la rotation de notre objet empty, et on a bien en 45 frames, notre rotation qui passe de moins 15 à 70 à peu près. Voilà. Donc l'édition par courbe, ça nous permet, si on veut une transition, enfin une animation qui est linéaire, si on veut que ça suive une courbe de Gauss, si on veut que ce soit... Voilà, on a beaucoup plus la main dessus, mais aujourd'hui ça ne nous intéresse pas, on va rester sur la timeline, c'est déjà très bien. Ok, et là si je vais au début, je fais espace. Alors il y a deux trucs qui vont pas. Le premier c'est le vert. Le vert, il s'effondre avant même que ma batte y ait tapé dedans. Mais c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que en fait on a simulé la physique dès le début. Donc ce qu'il faut faire, on va sélectionner tout ceci. Je désélectionne mon sol parce qu'on ne veut pas que ce soit affecté par la modification que je vais faire. Je vais retourner dans Physics et on a quelque chose qui s'appelle Dynamics. Et là je peux cocher Deactivation. Et par défaut, je peux dire Start Deactivated. C'est-à-dire que par défaut, tout ce que j'ai là, ça va être désactivé, et à partir d'un certain seuil de vélocité, donc grosso modo, dès qu'il va y avoir un contact, on va déclencher la simulation de physique. Donc ne pas oublier de faire Object, Rigid Body, copie de forme active. Et là, normalement, si je fais espace, voilà, il est inactif. Il est inactif, la batte passe à travers. Normal. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on n'y a pas dit que on avait une collision avec la batte. Donc pour se faire emballer, c'est un rigid body, c'est bien un rigid body, on est d'accord? Est-ce qu'il est soumis à la gravité? Non. Donc il est passif. Mais il est quand même animé. Donc je clique Animation, et là si je fais espace, on a bien la destruction qui s'effectue. Donc vous voyez, c'était pas très compliqué. Je peux aller ici, je vois bien la destruction, voilà. Donc ma caméra elle est peut-être un petit peu trop... Ouais, on peut bon après vous la positionnez comme vous voulez. Le but là c'est vraiment que vous compreniez comment ça fonctionne. Ah ça c'est mon côté un petit peu perfectionniste qui est pas forcément bien, mais bon. Ok bon, allez. Parce que je pourrais passer des heures à positionner une caméra, ça va pas être intéressant pour vous. On va se mettre comme ça. Ok. Voilà. Donc là, on voit à la fois la batte et les éclats arriver dessus. Donc là, c'est nickel. Si je passe en vue rendu, on a bien. Donc là, ça compile les shaders. Blablabla. On a bien tout qui s'effectue correctement. Alors, j'ai eu un petit souci là sur le matériau, donc on va le refaire vite fait. C'est pas très grave. Je sais pas pourquoi il m'a
Je sais pas si c'est un problème d'exportation ou si j'ai confondu deux maillages entre eux. C'est pas dramatique, je vais sur bat métal. Voilà, et on a notre matériau qui est pas bon là. Alors il est pas bon, on va le refaire, ça vous permet, petite piqûre de rappel, hein. Ça fait de mal à personne bien évidemment. Là on a metalness, donc déjà il est pas relié au bon. Donc ça c'est ça, ça je vais copier, coller. Ici je vais ouvrir notre color, voilà, tac, et normalement j'en ai un autre pour la roughness. Donc là je fais très vite parce que ça normalement vous l'avez déjà fait, roughness, bam. Et là logiquement, non-color, normal, metalness, roughness, color. Nickel. Donc vous voyez, quand vous comprenez un petit peu comment ça marche, ça va très très vite. Là, ça m'a pris 5 secondes. Hop là. Et j'ai mes matériaux comme je le souhaitais. Alors peut-être qu'on va plus partir comme ça. Voilà. Et aller à un endroit. Alors des fois, il faut relancer l'animation pour vraiment tout avoir. Voilà. Bon, après, c'est du détail. Comme je vous ai dit, vous mettez vraiment comme vous voulez la caméra. Là, comment j'avais fait sur l'exemple, on la voyait à droite. Ouais, on la voyait quand même assez de profil. On va essayer de refaire à peu près ça. Donc je pense que c'est à peu près comme ça. C'est à peu près comme ça. Ok. Donc là, j'ai mon animation. Alors, on a différents soucis. Moi, cette animation, elle me plaît pas. Elle me plaît pas pour différentes choses. Des fois, déjà, pardon, c'est une animation à 30 fps. Bon, on est en 2020. Je pense que on peut quand même se permettre de faire une animation en 60. Donc je vais aller ici, dans Output Properties, et là, framerate, 24, je mets 60. Je dis qu'il était à 30, oui, pardon, elle était à 24. Je mets 60 et on va utiliser également le time remapping. Le time remapping, ça va me permettre d'interpoler des frames. Ouh, alors là, c'est un petit peu compliqué. Dit comme ça, c'est un petit peu compliqué. En gros, là, une frame d'animation correspond à une frame dans la simulation. Mais le time remapping va me permettre de désynchroniser en fait l'animation de la timeline. C'est-à-dire que là, on est en ratio de 1 par 1. Si je mets old 100, new 500, on va avoir 5 images, 5 frames qui va s'interpoler entre chaque ancienne frame. Alors, en gros, on subdivise par 5 l'animation. Et ça nous permet d'obtenir quelque chose de beaucoup plus précis lorsqu'on fait le rendu et de sélectionner du coup la frame qui me convient. Donc là, imaginons que je vais faire un rendu, voilà, de cette image-là. Ça aurait peut-être pas été possible avant parce qu'on aurait eu 5 fois moins d'images en fait. Voilà. Donc je vais passer maintenant en mode de rendu cycle pour faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc là, on a notre rendu actuel. On a deux choses que je veux modifier. D'abord, je veux un flou de mouvement. Donc pour faire le flou de mouvement, je vais aller ici. Je vais aller. Alors j'oublie à chaque fois où est-ce que c'est. Ici, voilà, le premier. C'est-à-dire dans le render properties. Et je vais activer le motion blur. Le motion blur, si je le mets à 100, par exemple, je fais un rendu. Vous allez voir. Bon, on voit pas sur la preview, je suis obligé de faire un F12. Je vais faire F12. Vous allez voir que à 100%, c'est quasiment invisible. Enfin, on voit rien, quoi. C'est beaucoup trop. Bon, je vais baisser la résolution, sinon on en a pour 2 heures à chaque fois. Ça va vite être embêtant. Ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps parce que je suis en rendu. Alors ça, n'oubliez surtout pas de vous mettre en rendu GPU. Et je vais relancer l'animation parce que j'ai l'impression que ça ne prend pas en compte les déplacements. Voilà. Et là, je fais F12. Ça devrait aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc vous voyez, là, c'est le flou de mouvement. Et il est beaucoup trop important. Est-ce qu'on le voit du coup en... Non, on le voit pas en preview. Donc je vais le mettre... Je pense que 0,2 c'est pas mal. On va le mettre ici, shader. On va le mettre à 0,2. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, on va également travailler sur le focus de la caméra. Donc je sélectionne ma caméra. Voilà. Je vais ici, dans Object Data Properties, ça a la forme d'une caméra. Et je vais sélectionner le Depth of Field. Alors on peut soit faire un focus sur un objet, soit faire en fonction de la distance. Donc moi, je vais utiliser la distance. Donc ça va me permettre de dire à partir de quelle distance on veut le focus. Donc si je le mets à 0, on a tout qui est flou. Et plus je vais avancer, plus ça va déflouter jusqu'à obtenir un focus sur ce que je veux. Donc par exemple ici. Le f-stop, c'est
assez facile à comprendre. C'est tout simplement le delta, c'est-à-dire le dégradé à partir duquel on va pouvoir revenir sur quelque chose de net entre la distance et le stop. C'est-à-dire que là, j'ai 3,6 mètres. Si je mets mon stop à 0, ce que je vais avoir de net, ça va être très très bref. Vous voyez là que si j'avance, on a vraiment quelque chose qui est très bref sur la netteté. Et ça me permet de créer un dégradé en fait de netteté. Donc j'espère que j'ai été assez clair. En gros, vous avez... est-ce que... Ouh, j'ai une petite idée là. Je vais faire un petit paint. En gros, vous avez... Hop là. Tac. Vous avez votre distance focale. Donc imaginons que là, elle est à 100 mètres. Et vous allez avoir... Donc ça... Ou toute la longueur, je sais plus. Ça, c'est votre F. Votre F-stop. Ok. Donc si forcément vous le mettez à 0, ben, vous allez voir uniquement... Donc là, en haut, imaginons que c'est la netteté. Donc, hop là. La netteté à 0 et là à 100%. Donc là, vous allez avoir quelque chose de net à 100% qui va réduire petit à petit et là, quelque chose de flou. Ok, ça va être une courbe de Gauss. Alors que si vous avez un truc à 0, ben, vous allez avoir un truc net ici, puis de suite, on va avoir du flou. Donc voilà, ça permet de faire ça en fait. Le f-stop, c'est de régler le dégradé à partir duquel on passe au flou. Et donc là, je pense qu'on est pas mal. Là, on a un truc qui me satisfait à peu près. Est-ce qu'on est sur la bonne frame? Je vais relancer toute l'animation pour vraiment choisir la frame qui me plairait. Ouais, là, on est pas mal. Je peux faire aller ici. Je vais passer à quelque chose d'un peu plus élevé, 100%. On se reste en 1080. Ça ira très bien. On va juste pas oublier Light Pass pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus lumineux, le Full Global Illumination. On peut mettre un petit peu d'Ambient Occlusion également, qui est présent dans le World, donc très très peu. Voilà, pour ajouter une sorte d'éclairage ambiant. Et ne pas oublier d'activer le denoising qui est présent ici. Tac, je peux enregistrer. Et là, mesdames et messieurs, je pense qu'on a notre rendu final. Donc on a un petit flou de mouvement, on le voit déjà là, que la texture est pas nette. On a bien notre focus de caméra qui a été effectué. Parce qu'on a du flou au fond, et normalement on devrait avoir un peu de vent, bon on n'a pas de texture au sol, mais on imagine qu'on a du flou. Et du coup, on a bien la destruction de notre verre qui est effectuée. Alors là, la caméra, je l'ai positionnée là. Vous pouvez très bien, en faisant lock camera to view, la bouger un petit peu plus. Donc si vous voulez que la destruction, on le voit dans ce sens-là, on peut très bien le mettre comme ça. Hein. Le mettre comme ça et là faire un F12. Ça va donner un autre style, donc le mouvement sera vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Mais ça nous permet de voir une partie du verre, de voir bien que le devant de la batte est pas dans le focus de la caméra, du coup il est flou. Et ça permet d'insister donc sur la destruction du verre. Donc c'est un autre effet qui est sympa. Vous le faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc voilà, petit rendu, blablabla. Donc on aura vu pas mal de choses aujourd'hui. Hein. On a vu comment créer des animations, on a vu comment gérer la physique. Donc voilà, là le rendu il est plutôt sympa. On a là, c'est net et le reste est flou. Donc c'est nickel. On aura vu pas mal de choses. Et la dernière chose qu'on va voir vite fait, c'est comment faire un rendu d'animation. Donc je pourrais le faire en cycle, mais vous avez vu le temps que ça prend pour faire une seule frame, donc ça prendrait des heures. Je vais passer un Eevee. De toute façon, je ne vais pas faire le rendu final. Ici, on a le frame start et le frame end. Ça va être la durée de votre animation. Une fois que vous avez géré tout ça, c'est très simple. Vous allez en haut d'un render et vous pouvez faire render animation. Alors par défaut, ça va vous exporter image par image. Donc c'est pas top. C'est pas top parce qu'après vous allez devoir utiliser Photoshop ou Premiere, After Effects, ce que vous voulez comme logiciel pour recompiler la vidéo. Ce que je vous conseille ici dans Output, c'est déjà de mettre la sortie là où vous le souhaitez de la vidéo et également de mettre, au lieu de file format, donc vous avez image, donc frame par frame, sinon vous pouvez mettre en AVI. Donc AVI RAW c'est quelque chose de brut, ça va être assez lourd mais vous n'aurez pas de perte. Et là si vous faites render et render animation, ça va vous rendre toute l'animation. Donc voilà, c'est la fin de ce cours, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, et vous pouvez même partager sur les réseaux sociaux si vous avez fait des rendus pour voir ce que ça donne, ça peut être sympa. Et je vous dis à la prochaine, ciao.